Bienvenue sur RG News. Aujourd'hui, nous allons discuter du top 10 des actualités IA du 4 juillet 2025. Les infos qu'on a reçues, elles montrent bien que le 3 juillet 2025, ça a été une journée particulière. Ah oui, on peut dire ça, une journée charnière, vraiment. L'IA, elle n'est plus juste un concept lointain, hein. Non, c'est clair, elle est là, dans le concret. Ça touche à tout, la géopolitique, nos vies de tous les jours, même nos poches. Exactement. Et cette date du 3 juillet, on dirait qu'elle a concentré pas mal de choses. Des avancées, des tensions aussi. Donc on va essayer de décortiquer un peu ces 10 événements clés qu'on a repérés pour voir comment tout ça, comment ça s'agence. Voir comment ça redessine le paysage technologique, quoi. C'est ça. L'idée, c'est de comprendre cette accélération folle et ce que ça implique pour de vrai. Alors, commençons si vous voulez bien. Premier point, IBM et le quantique. Ils ont fait une grosse annonce, c'est ça? Avec de l'avance. Oui, tout à fait. Grosse annonce d'IBM. Ils ont réussi à réduire le temps de traitement des erreurs quantiques de, tenez-vous bien, 90%. 90%. Ah oui, c'est énorme. Et comment ils ont fait ça? Alors, ils utilisent des codes correcteurs spécifiques, on appelle ça les codes LDPC. C'est assez technique, mais en gros, ça change la donne. Avant, la course, c'était surtout qui a le plus de qubits. Vous savez, les unités de calcul quantique. Oui, oui, la course au nombre. Voilà. Et là, le focus se déplace. C'est moins la quantité qui compte que la qualité, la fiabilité de ces qubits. Ah d'accord, c'est plus une question d'ingénierie alors. Exactement. L'ingénierie système prend le dessus. Ce qui veut dire qu'on se rapproche plus vite que prévu d'ordinateurs quantiques qui pourraient servir à quelque chose de concret. Intéressant. Donc la course quantique change de visage. Et pendant ce temps, en Europe, on ne reste pas les bras croisés sur l'IA classique, j'imagine. Non, loin de là. L'Europe lance sa contre-offensive, si on peut dire, avec Open Euro LLM. Open Euro LLM, c'est quoi exactement? Des modèles de langage? Oui, ce sont ces premiers grands modèles de langage open source. Ils appellent ça la famille Charlemagne. Charlemagne. D'accord. Et l'objectif? L'objectif, il est double. D'abord, couvrir les 24 langues officielles de l'Union européenne. Ce qui n'est pas rien. Non, c'est un vrai défi. Et surtout, ces modèles sont conçus dès le départ pour être conformes à l'AI Act européen. Ça, c'est crucial. Ah oui, l'aspect réglementaire intégré dès le début. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de viser une souveraineté numérique européenne face aux mastodontes américains et chinois. Mais une souveraineté qui repose sur l'éthique, la transparence. Donc pas juste la performance brute, mais aussi les valeurs. Une sorte d'IA comme service public numérique. Hein. Voilà, c'est un peu l'idée. Une infrastructure publique numérique basée sur des principes européens. C'est une approche assez unique. Très clair. Alors cette approche européenne, très structurée, très éthique, ça contraste avec ce qui se passe aux États-Unis, non? Là-bas, la régulation, ça patine, hein? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Sénat américain a carrément refusé de mettre en place un cadre fédéral pour l'IA. Refusé? Carrément. Oui, par un vote quasi unanime. 99 contre 1. Donc, pas de règles communes au niveau national. Et ça veut dire quoi concrètement? Chaque État va faire sa propre loi? C'est le risque, oui. Une fragmentation totale. Un vrai patchwork législatif, ce qui n'est jamais simple pour les entreprises, évidemment. J'imagine. Et du coup, ça donne plus de poids à l'Europe, paradoxalement. C'est exactement ça. On parle de l'effet Bruxelles. Comme il n'y a pas de règles claires aux US, et les entreprises, surtout les multinationales, pourraient être tentées d'adopter la norme européenne, l'AI Act, comme standard de fait. Pour avoir une seule règle à suivre partout. Voilà, c'est plus simple. Et du coup, la Californie pourrait devenir une sorte de capitale de la régulation IA aux États-Unis, en s'inspirant peut-être de l'Europe. C'est un scénario possible. D'accord, donc un vide réglementaire d'un côté, mais de l'autre, les menaces, elles n'attendent pas. J'ai vu passer une info sur un ransomware IA. Ça fait peur, ça. Oui, alerte rouge sur ce front-là. Un nouveau type de ransomware appelé Prometheus qui utilise l'IA. Et il a fait quoi à ce Prometheus, l'IA? Il a réussi à paralyser un réseau électrique aux États-Unis. Ce n'est pas rien. Un réseau électrique. Mais comment? Comment il fonctionne? Qu'est-ce que l'IA change? Alors, sa grande force, c'est que l'IA lui permet de modifier son propre code en temps réel, pour s'adapter, pour contourner les défenses. Il apprend et s'adapte tout seul pour échapper aux antivirus, en gros. C'est un peu l'idée, oui. Les défenses classiques, elles sont dépassées. Et il cible spécifiquement ce qu'on appelle les systèmes OT, Operational Technology, c'est-à-dire les systèmes qui contrôlent les infrastructures physiques et industrielles. Les usines, les réseaux d'énergie, ce genre de choses. Bon, c'est quoi? La défense doit aussi passer à l'IA.
On parle de solutions comme le XEDR, détection et réponse étendue, ou le SOAR, orchestration et réponse automatisée. Il faut des systèmes capables de réagir aussi vite que l'attaque. Ok. La cyberguerre autonome, glaciale. Et l'IA s'attaque aussi à d'autres domaines. Le droit d'auteur, Hollywood est sur le pied de guerre apparemment. Oui, c'est un autre front qui s'ouvre. Les grands studios, Disney, Warner, Universal, ont lancé une offensive judiciaire contre une IA générative vidéo. Une IA qui crée des vidéos. C'est ça, elle s'appelle Synapse. Et l'accusation, c'est qu'elle copie leurs œuvres, ou du moins qu'elle produit des vidéos qui ressemblent beaucoup trop à leurs films, leurs personnages. Ah, d'accord. Ce n'est pas le processus d'entraînement qui est attaqué, mais le résultat. Exactement, c'est ça qui est intéressant. Ils attaquent l'output, le contenu généré. Ça pose directement la question du fair use, l'usage loyal en droit américain. Est-ce qu'une IA peut s'inspirer d'œuvres existantes pour en créer de nouvelles, sans violer le droit d'auteur? C'est une question fondamentale pour toute la création future, non? Absolument. C'est une bataille pour savoir qui va contrôler cette future machine à culture et comment les créateurs originaux seront ou non rémunérés dans ce nouveau paysage. L'enjeu est énorme. C'est sûr. Mais bon, heureusement, l'IA, ce n'est pas que des menaces ou des batailles juridiques. Il y a aussi des avancées très positives, notamment dans la santé. Ah oui, et là, c'est potentiellement révolutionnaire. On a Isomorphic Labs. C'est lié à Google DeepMind, ça, non? Oui, c'est une filiale de DeepMind qui appartient à Google. Il lance les tout premiers essais cliniques pour un médicament, ISO 251. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, ce médicament? Il est entièrement conçu par une intelligence artificielle. Entièrement? Du début à la fin? Oui, une IA basée sur les travaux d'AlphaFold, vous savez, l'IA qui avait déjà fait une percée incroyable dans la prédiction de la structure 3D des protéines. Oui, oui, je me souviens. Et cette nouvelle IA, elle a fait quoi pour ce médicament? Elle a réussi à identifier une cible thérapeutique, une protéine impliquée dans le cancer du foie qu'on considérait jusqu'ici comme inciblable par les méthodes traditionnelles. Incroyable. L'IA trouve des solutions là où on était bloqué? C'est la promesse, en tout cas. Accélérer radicalement la recherche et développement pharmaceutique. Bon, attention, hein, les essais cliniques, ça reste un processus long et rigoureux. Hein. Rien n'est garanti. Bien sûr. Mais le potentiel est là. La biologie qui devient une sorte d'ingénierie de l'information. C'est tout à fait ça. Une nouvelle approche de la découverte de médicaments. Passionnant. Et cette puissance de l'IA, on la voit aussi arriver directement dans nos poches. Oui, Apple serait sur le coup. Oui, Apple mise beaucoup sur l'IA embarquée, l'IA qui tourne directement sur l'appareil sans passer par le Ils cloud. viennent de dévoiler leur nouvelle puce, la A19 Bionic. À 19 bionique. Et elle a quoi de spécial pour l'IA? Elle intègre un Neural Engine, leur processeur dédié à l'IA, qui serait révolutionnaire. Ils parlent d'une nouvelle architecture de traitement par paquet. Traitement par paquet, ça veut dire quoi en simple? En gros, ça optimise énormément l'utilisation de la mémoire vive de l'appareil, ce qui permettrait de faire tourner des modèles d'IA générative assez complexes et rapides directement sur l'iPhone ou l'iPad. Ah, donc on pourrait avoir des fonctions type ChatGPT, mais en local, sans envoyer nos données. C'est l'idée maîtresse d'Apple, la confidentialité. Mettre la vie privée au cœur de l'expérience IA. C'est leur grand argument marketing aussi, évidemment. Mais est-ce que tout pourra tourner en local? Même les IA les plus gourmandes. Probablement pas tout. On s'oriente sans doute vers une approche hybride, des tâches rapides et confidentielles en local, et pour les calculs très lourds, un passage par le cloud sera peut-être encore nécessaire. Mais l'effort est mis sur le local. Confidentialité, traitement de l'info, ça nous amène à un autre sujet brûlant, les deepfakes. Meta a annoncé une nouvelle politique, c'est ça? Et elle fait débat. Oui, Meta, Facebook, Instagram, a choisi une voie, disons, médiane et assez controversée. Ils vont désormais étiqueter les contenus identifiés comme deepfakes, Les étiqueter? avec un petit label généré par IA. Oui, via une sorte de tatouage numérique, invisible, le watermarking. Mais, et c'est là que ça coince pour certains, ils ne vont pas forcément les supprimer. Ah, ils laissent circuler des deepfakes, même étiquetés? C'est leur position. Contextualiser plutôt que censurer. L'argument, c'est de ne pas tomber dans la censure systématique, de laisser le débat ouvert, mais en informant l'utilisateur. Ouais. Mais le risque, c'est pas de normaliser la désinformation? Même avec une étiquette, une fausse vidéo peut faire des dégâts. C'est toute la critique, oui. Beaucoup craignent que ça institutionnalise la désinformation, que ça la rende acceptable du moment qu'elle est signalée. Et ça positionne Meta comme une sorte d'arbitre de la réalité pour des milliards de personnes. C'est un équilibre hyper délicat entre liberté d'expression et lutte contre la manipulation.
Pas simple, hein. Vraiment pas simple. Et la technologie évolue si vite que les solutions d'aujourd'hui sont peut-être déjà dépassées demain. De la manipulation de la réalité à la construction de réalités alternatives. Le métaverse, on en parle moins, mais ça bouge encore. Vers plus d'ouverture, j'ai cru comprendre? Oui, il y a une initiative intéressante qui émerge du Metaverse Standards Forum. C'est un consortium qui regroupe pas mal de gros acteurs. Comme qui, par exemple? Microsoft, Epic Games, le créateur de Fortnite, Nvidia, des poids lourds. Et ils viennent de lancer Oasis 1. Oasis 1, un standard pour le métaverse. Exactement. C'est un protocole technique ouvert qui vise à unifier un peu les différents mondes virtuels. L'idée, c'est de permettre aux utilisateurs de, comment dire, de passer d'un métaverse à l'autre avec leur avatar, leurs objets numériques. Ah, l'interopérabilité, quoi. Ne pas être enfermé dans un seul univers virtuel. C'est ça. C'est un défi direct aux stratégies des jardins clos. Ces écosystèmes fermés que des entreprises comme Apple ou Meta pourraient vouloir construire, où tout est contrôlé par une seule compagnie. Donc, c'est la bataille entre un métavers ouvert, un peu comme le web au début, et un métaverse centralisé. C'est exactement ça. La bataille pour le futur du Web 3, en quelque sorte. Est-ce qu'il sera ouvert et interopérable ou fragmenté en silos propriétaires? Oasis 1 est un pas vers l'ouverture. D'accord. Et pour terminer ce tour d'horizon, un sujet un peu plus sombre peut-être, les défaillances silencieuses de l'IA. Ça vient d'un rapport officiel. Oui, un rapport assez préoccupant de l'AI Safety Institute, un organisme de surveillance. Il met en lumière un problème sournois, des erreurs graves, mais non détectées, dans des systèmes d'IA qui sont déjà en production. En production, dans quel domaine? Dans des secteurs critiques, la finance par exemple, pour la détection de fraude ou la gestion de portefeuille, les transports aussi, on peut penser au système d'aide à la conduite. Et ces erreurs passent inaperçues? Comment c'est possible? C'est ça le problème des défaillances silencieuses. L'IA peut se tromper, prendre une mauvaise décision, mais sans que ça déclenche d'alerte évidente. Ça peut être subtil ou se produire dans des conditions très spécifiques. Et la supervision humaine, elle ne suffit pas. C'est ce que montre le rapport. Face à la complexité de ces systèmes boîte noire, la supervision humaine a ses limites. On ne peut pas tout vérifier, tout anticiper. Ça pose la question du risque systémique, non? Si une IA critique se met à dérailler silencieusement, Un risque systémique invisible. Ça souligne l'urgence de développer des méthodes d'audit continu de ces IA et surtout des outils d'explicabilité, le fameux XAI, Explainable AI, comprendre pourquoi l'IA prend telle ou telle décision. C'est fondamental pour la confiance et la sécurité. bon, eh bien, quel tour d'horizon. Si on essaie de prendre un peu de hauteur sur ces 10 points, quelle grande tendance se dégage selon vous? Alors clairement, je vois trois choses principales émerger de cette journée du 3 juillet. Premièrement, l'IA devient un enjeu géopolitique absolument majeur. On l'a vu avec l'Europe et sa quête de souveraineté, le vide américain, la course quantique. Oui, la tech n'est plus neutre, si elle l'a jamais été. C'est sûr. Deuxièmement, il y a une crise de confiance numérique qui s'aggrave. Entre les deepfakes, les ransomware IA, les failles silencieuses, la question de savoir si on peut faire confiance à ces systèmes devient centrale. La fiabilité, la sécurité, l'éthique. Voilà. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus frappant, c'est l'entrée de l'IA dans le monde physique et biologique. Que ce soit via la médecine, l'IA embarquée dans nos objets, ou même les menaces sur les infrastructures critiques, l'IA sort de l'écran, elle sort du virtuel. Avec des potentiels immenses. On l'a vu avec le médicament. Et des risques systémiques tout aussi immenses, comme les défaillances silencieuses ou la cyberguerre. C'est vraiment cette double face qui est marquante. Donc ce 3 juillet 2025, on pourrait dire que c'est le début de la phase appliquée de l'IA, la phase où ça devient vraiment concret, intégré partout. Je crois que oui. On est passé du «est-ce qu'on peut le faire?» au «ok, on peut le faire, maintenant comment on gère ça?» La question de la gouvernance, du contrôle. Exactement. La technologie est là, la puissance est là. La grande interrogation maintenant, c'est est-ce qu'on va réussir à canaliser tout ça, à transformer cette puissance en vrai bénéfice pour la société, pour tout le monde, sans en perdre le contrôle en chemin? C'est la question à 1000 milliards, j'imagine. Et on n'a sans doute pas fini d'en débattre. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous. Retrouvez-nous lundi sur RG News à 18 h pour les actualités IA du week-end. N'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche.